Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Et cette semaine, elle a été très riche en actualité et j'ai eu que très peu de temps pour enregistrer le podcast, donc sans plus tarder, on va passer directement dans le vif du sujet avec une première actualité qui concerne OpenAI, qui a priori s'apprêterait à franchir un cap en lançant des agents IA capables de réaliser des tâches avancées, mais à des tarifs qui font tourner la tête. Ça pourrait monter jusqu'à 20 000 $ par mois pour les modèles les plus puissants. Et donc, selon The Information, OpenAI a prévu plusieurs niveaux d'agents. On aurait un premier agent qui serait à 2 000 $ par mois pour l'équivalent d'un assistant de recherche capable de creuser des sujets complexes et de résumer du contenu. Donc ce serait peut-être quelque chose qui ressemblerait au modèle Deep Research auquel on a déjà accès, mais de façon un petit peu plus boostée. Ensuite, on aurait un modèle qui serait à 10 000 $ par mois pour un agent spécialisé dans le développement de logiciels qui serait capable d'écrire et de tester du code de manière quasi autonome. Et ensuite, on aurait un dernier modèle qui lui serait à 20 000 $ par mois pour un agent de niveau PhD, donc de niveau doctorant, qui serait censé être capable d'accomplir des travaux de recherche avancés. Donc l'objectif d'OpenAI, il est clair, c'est de transformer ces IA en véritables employés numériques, capables de produire des livrables exploitables par les entreprises et les chercheurs. Et c'est vraiment ce que je vous avais déjà dit dans des épisodes précédents, 2025, c'est vraiment l'année des agents IA. Et donc là, on voit que OpenAI est a priori en train de travailler sur des agents qui seraient encore plus performants. Mais forcément, ça ouvre un petit peu le débat, puisque quand on commence à parler d'agents qui commencent à coûter 2 000 $ par mois, ou 10 000 $ par mois, ou même 20 000 $ par mois, ça commence à faire des budgets énormes qui pourraient permettre de recruter des vraies personnes. Donc est-ce qu'au final, à 20 000 $ par mois, on n'est pas mieux de recruter un vrai chercheur qui a vraiment un doctorat? C'est quelque chose qu'on va pouvoir déterminer dans le futur, quand on verra un petit peu à quoi ces modèles serviront. Et c'est vrai que si on a quelque chose qui est très puissant avec un agent très performant, et qu'en plus de ça, il est capable de faire de travailler 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, pourquoi pas, peut-être que certaines entreprises y trouveront un retour sur investissement suffisamment intéressant pour se lancer dans le domaine. Et toujours du côté de OpenAI, on a aussi maintenant le modèle 4.5 qui est disponible pour tous les utilisateurs payants. Donc la semaine dernière, il était uniquement accessible pour les utilisateurs pro qui payent un abonnement à 200 $ par mois. Et maintenant, il est également accessible pour les utilisateurs plus qui payent leur abonnement à 20 $ par mois. Donc voilà, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le tester, je vous le recommande, en particulier pour tout ce qui est lié à la création de contenu. Je trouve que sur l'aspect créativité, il est plutôt bon. Après voilà, il n'a pas été hyper impressionnant à sa sortie, mais honnêtement, moi, plus je m'en sers, plus je trouve quand même assez intéressant et pertinent, même si voilà, il a quand même encore des limitations, surtout sur la partie réflexion, où là, il est un petit peu limité et où il faut encore continuer à utiliser les modèles du type O1 ou O3. Mais voilà, je vous le recommande quand même, allez y faire un petit tour et faites-moi un retour sur ce que vous en pensez. Sinon, OpenAI a aussi annoncé une nouvelle chose, une nouvelle fonctionnalité qui arrive pour les utilisateurs de Mac. Donc si vous avez l'application ChatGPT sur votre Mac, sachez que maintenant l'application ChatGPT, elle peut directement modifier du code dans les environnements de développement par exemple intégrés. Donc si vous développez sur par exemple Visual Studio ou Replit, vous allez directement avoir la capacité avec l'application de ChatGPT d'accéder à cette interface de développement. Et donc ça peut être assez pertinent puisque ça va vous éviter en fait de faire des tas de copier-coller. Et même si vous ne codez pas, pourquoi cette information elle est intéressante? Parce que tout simplement c'est un petit peu une première brique vers un système d'agent IA qui pourrait ensuite prendre le contrôle d'autres applications sur votre ordinateur et du coup qui pourrait potentiellement commencer à automatiser certaines actions sur des logiciels qui seraient totalement différents. Donc là la première brique on commence à l'avoir plutôt avec le côté développeur, mais l'idée c'est que derrière ça puisse encore évoluer et que vous vous retrouviez avec des agents IA qui soient capables carrément de prendre le contrôle de votre ordinateur, même si on n'en est pas encore là aujourd'hui. Ensuite, si on passe du côté de Google, et on a eu une grosse nouvelle cette semaine de Google, avec la bataille pour le Search IA qui continue en fait de faire rage, puisque Google a présenté son nouveau modèle qui s'appelle AI Mode. C'est une version avancée des AI Overview qui explore plusieurs sources en simultané. Donc l'idée du AI Overview, c'était que quand on faisait une recherche sur Google, ça nous mettait un petit récapitulatif de ce que la recherche pouvait rendre. Et là, ce nouveau AI
AI Mode, donc j'ai pas pu le tester puisque pour l'instant les accès sont assez limités, ce qu'il propose tout simplement c'est de faire une recherche bien plus étendue et qui fonctionne vraiment comme le moteur de recherche Google. Donc quand on fait de la recherche avec ChatGPT, avec Perplexity, avec ce genre de modèle là, faut pas oublier qu'ils sont quand même limités sur les sources auxquelles ils ont accès, ils n'ont pas accès à l'ensemble des sites internet. Là a priori avec ce mode AI Mode, on aurait vraiment accès à l'ensemble des sites internet auxquels Google a habituellement accès. Donc ça peut être vraiment intéressant, mais j'attends de voir vraiment d'avoir accès, de mettre la main sur ce modèle pour voir à quel point il est pertinent ou pas. Ce qui est intéressant, c'est que Google, ils sont vraiment sur le dilemme de l'innovateur, hein. Aujourd'hui, ils ont un système qui fonctionne très très bien avec leur moteur de recherche. C'est vraiment un petit peu la poule aux œufs d'or. Et il faut qu'ils cannibalisent, entre guillemets, leur poule aux œufs d'or avec un nouveau mode qui va utiliser l'intelligence artificielle avant que leurs concurrents commencent à prendre de plus en plus de place. Et justement, en gros concurrent de Google, on a Perplexity qui fonctionne quand même très très bien et que je vous recommande aussi d'aller essayer. Et on a aussi maintenant DuckDuckGo qui est en train aussi de se mettre dans la danse des recherches sur IA, puisqu'ils sont en train de lancer une plateforme privée et anonyme qui permet d'interagir avec plusieurs modèles d'IA, notamment avec GPT-4o, avec Claude Mistral, sans que les données de l'utilisateur soient enregistrées ou utilisées pour entraîner les modèles. Donc voilà, on voit qu'il y a un petit peu une véritable recherche vers l'intégration d'intelligence artificielle pour les moteurs de recherche. Et je pense que voilà, Google va à un moment donné devoir faire sa transition pour que justement on arrête tout simplement d'utiliser le moteur de recherche tel qu'on le connaît et qu'on travaille directement avec un système qui utilise l'intelligence artificielle. Et s'il tarde trop à faire cette transition, il risque vraiment de se retrouver à être concurrencé par aujourd'hui des concurrents qui ont très peu de place sur l'aspect moteur de recherche. Ensuite, on a une nouvelle, toujours du côté de Google, avec une intégration qui va se faire sur les feuilles de calculateur, donc les Google Sheets, donc l'équivalent de Excel sur Google, où on va avoir un nouvel outil qui va être capable d'analyser le contenu qu'il peut y avoir dans un tableau. Donc pour l'instant, quand on utilise Gemini et Google Sheet, on a des petites fonctionnalités qui intègrent l'IA pour, par exemple, créer un tableau plus facilement, qui va vous générer du contenu, qui va pouvoir du coup vous aider à créer un tableau rapidement, mais c'est pas encore super pertinent sur l'analyse du contenu en lui-même de votre tableau. Et donc là, l'idée, c'est que l'intelligence artificielle va pouvoir analyser les données, elle va pouvoir peut-être vous proposer des graphiques, ce genre de choses là. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'ils ont annoncé que j'ai pas encore pu tester, donc je vous ferai un retour dès que j'aurai pu mettre la main dessus pour vous dire si ça vaut le coup ou pas. On a aussi une fonctionnalité qui a été annoncée sur Google sur les SMS qui seraient du coup directement détectés, les SMS de spam ou d'arnaque qui seraient directement détectés pour les téléphones Android, notamment les Pixel, donc les téléphones de Google, qui du coup vous proposeraient directement une affiche qui vous dirait directement que le message est suspect, et donc cette fois-ci avec des mots-clés, avec des systèmes pour détecter justement les messages qui ressembleraient à des arnaques, vous prévenir que c'est un message qui du coup est potentiellement une arnaque. Donc bon, après ce genre de message on peut les repérer, mais ça fait pas de mal d'avoir une IA qui peut nous aider à repérer cette chose là et d'avoir un peu un filtre comme on pourrait l'avoir avec les spams, mais cette fois-ci pour les SMS. Dans la lignée de son outil Whisk permettant de fusionner des images de manière réaliste, Google présente Whisk Animate. Donc Whisk, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo des 25 outils IA à absolument utiliser en 2025. Et cette fois-ci, ils ont présenté une version vidéo. Donc Whisk, ça permettait de prendre une image d'un personnage par exemple, et une autre image qui n'a rien à voir, et de fusionner ce personnage dans l'image. Donc voilà, on pouvait prendre la photo d'une personne et par exemple une peluche, et il allait faire une fusion, et donc ça allait nous faire une peluche de la personne. Et donc là, l'idée, c'est qu'ils ont intégré ça sur le modèle VO, qui est leur modèle de génération d'images, que j'ai pas encore pu tester, puisque pour l'instant, il est uniquement disponible via l'API de Google, et je vous avoue que j'ai pas encore pris le temps de m'en servir via l'API. Je verrai si je peux le faire sur les prochaines semaines, et sinon il faudra un petit peu patienter que le modèle soit disponible avec une interface moins complexe que le système d'API. Et en tout cas, voilà, ils ont intégré ce modèle Whisk directement dans ce modèle VO, donc ça vous permet aussi d'intégrer des personnages dans des vidéos générées par IA.
Ensuite, on a une news qui nous vient du côté de Microsoft qui continue d'affiner Copilot, leur assistant IA intégré à Windows. Donc la dernière mise à jour, elle apporte par exemple une interface plus fluide avec des suggestions d'actions plus intelligentes et une meilleure intégration avec les applications Windows. L'objectif pour Microsoft, c'est clair, c'est de faire de Copilot un assistant central du système d'exploitation, capable de gérer des tâches complexes, de prendre des décisions intelligentes en analysant par exemple le contexte de l'utilisateur, et donc voilà, de le rendre un petit peu indispensable, même si c'est un module qui quand même coûte encore assez cher. Mais voilà, on est en train de voir que de la même façon que les autres grosses entreprises de la tech, ils sont en train d'intégrer un petit peu ce côté agentique, où l'IA, elle peut comprendre son environnement, comprendre exactement ce qui se passe sur l'ordinateur pour justement effectuer des actions et nous aider du coup voilà, à pas uniquement en simplement répondre à nos requêtes, mais cette fois-ci en faisant directement des actions. Sinon, du côté des nouvelles sur l'open source, on a Alibaba qui frappe fort avec son nouveau modèle Qwen 32B. C'est une IA qui rivalise avec les modèles les plus puissants tout en restant beaucoup plus légère. Donc pourquoi c'est impressionnant? Parce que tout simplement ce modèle de 32 milliards de paramètres, il parvient à, sur certains benchmarks très précis, surpasser ou en tout cas quasiment égaler. Donc voilà, il est plus ou moins du même niveau que le modèle DeepSeek R1 qui lui avait 661 milliards de paramètres et qui était déjà un modèle qui était assez impressionnant puisqu'il était surtout très rapide. Donc voilà, sur certains benchmarks, en tout cas en mathématiques et en raisonnement, cette nouvelle IA, elle a été capable de le surpasser. Et donc ses performances, elles le placent au niveau des meilleurs modèles open source du moment, comme Mistral ou Llama 3, tout en étant bien plus facile à faire tourner sur des machines moins puissantes. Donc de toute façon, comme d'habitude, quand on a des modèles open source, on va pas se plaindre, c'est plutôt quelque chose qui est assez positif. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure accessibilité sur des modèles qui sont assez performants. Et c'est vrai que 32 milliards de paramètres, c'est une taille qui commence à pouvoir potentiellement rentrer sur un ordinateur avec un petit peu plus de mémoire, mais notamment sur un Mac, c'est quelque chose qui pourrait tourner en local. Donc ça aussi, on apprécie. Et cette semaine, on a eu aussi un petit peu d'actualité sur les modes d'intelligence artificielle vocaux. Donc vous connaissez peut-être déjà le mode Advanced Voice de ChatGPT qui vous permet d'avoir des conversations assez naturelles avec l'IA. Et bien là, on a Perplexity qui a aussi lancé un mode vocal pour l'instant qui est plutôt orienté pour des utilisateurs en anglais. Et on a aussi Grok qui a intégré également un mode vocal sur son application iOS. Donc voilà, on voit que c'est un véritable sujet, mais pour l'instant, les modes qui existent, pour moi, l'un des modes qui était le meilleur jusqu'à maintenant, c'était plutôt celui de ChatGPT, et on commence à avoir, c'est ça qui est intéressant, des modes open source qui commencent à être très impressionnants, et notamment là, on a eu une démonstration du projet qui s'appelle Sésame, donc Sésame AI, qui est vraiment ce qui se rapproche aujourd'hui, je pense, le plus d'une IA qui vraiment a une voix très naturelle. Donc contrairement aux IA qui sont un petit peu classiques, elle est capable de moduler sa voix avec des pauses naturelles et des variations de ton. Elle est capable de créer une véritable conversation fluide avec un rythme réaliste et de simuler une personnalité à l'IA, la rendant un petit peu les interactions bien plus engageantes et bien plus réalistes. Donc on peut pas l'utiliser pour l'instant en français. Donc il faudra attendre un petit peu pour qu'elle soit disponible dans d'autres langues. Mais voilà, peut-être que pour ceux qui suivront le podcast sur YouTube, je vous mettrai une petite démo pour que vous entendiez un petit peu à quoi ça ressemble en anglais. Mais vraiment, sinon, allez faire un tour sur Sésame AI et vous verrez la démo qui est disponible. Et vraiment, pour en tout cas les personnes qui sont à l'aise avec l'anglais, c'est très 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 impressionnant. Oh wow, a podcast about AI. How fitting. I can try a little French, but I wouldn't say I'm fluent. It's a work in progress, just like me. How about I give it a shot and you let me know how it sounds? D'accord. La fille une petite phrase. Comment allez-vous ce soir? How was that? Sinon, toujours sur le marché de la synthèse vocale, on a Podcastle qui est en train d'essayer de concurrencer Eleven Labs. Donc voilà, ils ont annoncé notamment qu'ils allaient avoir 450 voix IA pour de la génération de contenu audio et voilà qu'ils allaient proposer aussi une option de clonage et des améliorations pour avoir des rendus plus naturels. Donc pour l'instant, on n'en est pas encore au niveau de ce qu'on peut réaliser avec Eleven Labs, mais voilà, c'est intéressant de voir aussi qu'ils ont des concurrents sur ce domaine et que c'est un domaine qui est en train aussi de rapidement évoluer. Et donc forcément, si la technologie elle continue à évoluer aussi rapidement, peut-être que je vais arrêter de m'embêter à me filmer pour les podcasts et que ce sera directement l'IA qui vous fera ces derniers, même si je vais être honnête, je pense qu'on en est encore très très loin et que même si la démonstration qu'on a eue par exemple sur le modèle Sésame qui est très impressionnante, pour l'instant on est souvent un peu moins bien desservi en français et donc c'est pour ça je pense que c'est une bonne chose pour moi de continuer le podcast en français, mais qui sait, peut-être que je ferai une version traduite en anglais en utilisant ces
nouveau modèle et qu'elle sera très naturelle pour éventuellement les auditeurs internationaux. Et justement, toujours en parlant de la voix et de ce qui est possible quand on modifie cette dernière, on a l'entreprise Téléperformance, qui est l'un des plus grands opérateurs de centres d'appel au monde, qui a commencé à utiliser une IA de traduction d'accent pour modifier les voix des employés. Donc en fait, l'objectif affiché, c'est quoi? C'est de faciliter la compréhension des clients en atténuant les accents régionaux des agents en Inde, par exemple. Donc forcément, leur outil, il marche en anglais, et l'objectif pour eux, c'est que un agent qui sera en Inde avec du coup un accent indien, il va pouvoir discuter avec un accent qui sera par exemple un accent américain pour des utilisateurs qui seraient aux États-Unis. Et donc ça va avoir un impact important, parce que les personnes, quand ils vont avoir l'agent au téléphone, ils vont entendre un accent qui sera bien plus local pour eux, bien plus naturel pour eux, et ils vont aussi du coup peut-être tout de suite écouter plus facilement ce que la personne va avoir à leur dire, parce que forcément on a tous un petit peu l'habitude d'être appelés par des numéros qui nous sollicitent, qui peuvent venir de centres d'appel qui essayent de nous vendre quelque chose, et forcément quand on est appelé et qu'on reconnaît qu'il y a un accent, on va être moins attentif, et donc là je pense que leur but aussi c'est d'avoir des meilleurs taux de rétention sur les appels, grâce justement au fait que quand il va y avoir un appel, il n'y aura pas d'accent. Donc ça c'est une première étape, mais je pense qu'à terme, ça pourrait carrément être l'IA qui serait directement utilisée, et on n'aurait pas du coup une intervention humaine dans l'histoire, ça pourrait être aussi l'étape prochaine. Donc voilà, préparez-vous à potentiellement être harcelé par des tonnes d'IA qui probablement essaieront de nous appeler. C'est déjà un petit peu le cas, on commence à avoir maintenant des ping calls avec des voix un petit peu synthétiques pour essayer de vous vendre tout et n'importe quoi. Pour l'instant, c'est très très loin d'être réaliste, mais très prochainement, on pourrait avoir des choses qui pourraient arriver et qui seraient très très réalistes. Et toujours un petit peu sur cette section où on parle d'IA et de voix, on a des services de streaming qui cherchent de plus en plus à utiliser l'IA pour faciliter la traduction et le doublage de leur contenu, notamment avec Amazon Prime Video, qui est en phase de test d'un système d'IA de doublage automatique. Donc l'idée, c'est de permettre aux utilisateurs de regarder leurs séries et films préférés dans n'importe quelle langue avec un doublage généré en temps réel. Donc forcément pour eux, ça va leur permettre de faire des doublages à coût réduit, de faire des adaptations plus rapides, et d'avoir une voix IA qui peut imiter l'intonation d'origine. Maintenant, on va pas du tout se voiler la face, pour l'instant, c'est très très loin d'être au point. On avait eu justement un petit bad buzz avec la voix de Sylvester Stallone, de l'acteur en tout cas de doublage de Sylvester Stallone, qui avait été utilisé pour doubler un trailer justement d'un film qui devait sortir sur Amazon si je dis pas de bêtises, et ça n'avait pas du tout fonctionné parce que la voix était très robotique, et même si le ton de voix de l'acteur d'origine était imité, au niveau de l'acting on n'y était pas du tout. Donc on verra si c'est des choses qui évolueront dans le passé. Peut-être que ça peut être bien pour traduire, je sais pas moi, un documentaire ou quelque chose de très très simple où il n'y a pas forcément beaucoup d'acting, mais voilà, si on est sur du doublage d'acteurs, ça risque de ne pas super bien fonctionner. Sinon, on a Meta qui a dévoilé un nouveau modèle d'IA qui est capable de générer un avatar 3D réaliste à partir de seulement 4 photos d'un visage. Donc là, l'idée, c'est que vous allez vous prendre en photo, avec 4 photos avec un angle un petit peu différent à chaque fois, et à partir de ça, ça va permettre de générer un espèce d'avatar en 3D. Donc je pense que là, l'idée, c'est plutôt de l'intégrer sur leur casque de réalité augmentée, notamment, pour peut-être pouvoir faire des appels avec un casque, et donc pas de réalité augmentée, pardon, leur casque de réalité virtuelle, donc je pensais à l'Oculus, et du coup là l'idée ça va peut-être être de justement mettre votre casque et faire un appel par exemple avec une personne, où là quand vous allez discuter avec elle, elle verra votre avatar qui pourra s'animer avec des mouvements de lèvres, etc., des expressions, et qui vous ressemblera un petit peu comme ce que Apple a présenté avec leur système de call, avec le Apple Vision Pro. Mais voilà, ça ce sera possible justement avec 4 simples photos, donc plutôt intéressant. Ensuite, on a une nouvelle du côté de Tencent qui a présenté un modèle qui s'appelle Yuanyuan Video 12V. C'est un nouveau modèle d'IA open source pour la génération de vidéos, et les premières démonstrations, elles montrent des résultats qui sont assez impressionnants, d'autant plus que c'est de l'open source, donc c'est disponible pour tout le monde. Les vidéos, elles sont fluides, avec une cohérence visuelle améliorée, des scènes qui sont animées avec un style Pixar-like par exemple, donc ça c'est une des choses que le modèle est capable de faire, et une qualité qui dépasse certains modèles commerciaux comme Runway ou Pika Labs. Donc le fait que Tencent ouvre son modèle
en open source est une excellente nouvelle, car cela va permettre aux créateurs et développeurs d'expérimenter cette technologie gratuitement. L'avenir de la vidéo d'IA se précise et il semble que la concurrence va s'intensifier très rapidement, même si voilà, pour l'instant ce modèle-là, il est encore en dessous de ce qu'on peut voir avec du VO ou du Sora. Je vous mettrai quelques images pour ceux qui suivent sur YouTube pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce de quoi il est capable. Bon, et sinon, on va parler un petit peu de Apple, hein. Donc, la nouvelle que je vous avais donnée la semaine dernière, comme quoi, a priori, le vrai modèle Siri qu'on attendait prendrait probablement plus de temps à sortir. Donc, c'était une rumeur, et donc là, ça a été confirmé, hein. On n'est pas prêt de voir un Siri tel qu'on imaginait. Donc, d'un point de vue communication, c'est un petit peu un problème pour Apple, hein, parce qu'ils ont mis en avant beaucoup le Apple Intelligence en disant voilà, on va avoir un super outil, c'est Apple Intelligence, ça arrive. Si vous prenez le dernier iPhone, vous aurez Apple Intelligence. Ils nous l'ont mis un petit peu à tout va, et au final, le résultat n'est pas là. Apple Intelligence, pour l'instant, il y a très peu de fonctionnalités qui sont pertinentes, et voilà, on est très loin d'avoir un assistant Siri qui est capable de faire des choses pertinentes pour nous. Donc, on va voir s'ils vont quand même réussir à un petit peu rattraper leur retard. C'est vrai que Apple, ils sont souvent de toute façon en retard, mais par contre, quand ils intègrent une nouvelle fonctionnalité, généralement, ils le font vraiment avec une très bonne orientation pour les utilisateurs, pour que ce soit très simple. Mais bon, voilà, a priori, ils ont quand même raté le tournant. Mais il y a quand même un sujet sur lequel Apple sont plutôt bien positionnés et en avance, c'est sur tout simplement le matériel. Là, ils ont annoncé la sortie de leur nouveau Mac Studio, notamment le Mac Studio M3 Ultra, qui peut monter jusqu'à 512 Go de RAM. Et pourquoi ça c'est intéressant? Tout simplement, si vous voulez faire tourner des modèles d'IA en local, avec 512 Go de RAM, vous pouvez faire tourner des modèles jusqu'à 600 milliards de paramètres. Donc par exemple DeepSeek R1, vous pourrez le faire tourner directement en local sur votre Mac. Et voilà, ça c'est pourtant un modèle qui est très volumineux, et vous pourriez également faire tourner des autres futurs modèles. Donc voilà, ça peut être quand même assez pertinent. Et ils ont aussi également sorti un MacBook Air M4 qui, pareil, hein, pourra intégrer des fonctionnalités d'intelligence artificielle grâce à cette nouvelle puce M4. Mais par contre, qui sera plus limité en mémoire. Et c'est vrai que quand on veut faire tourner un modèle en local sur sa machine, ce qui va compter, c'est vraiment la capacité de mémoire vidéo qu'on peut avoir sur la machine. Et vu que les modèles de Apple qui utilisent des puces M, ils ont une mémoire unifiée, donc la mémoire vidéo et la mémoire RAM classique, elle est fusionnée, donc ça permet potentiellement d'avoir une très grosse quantité de mémoire vidéo. On peut se permettre de faire tourner des modèles assez complexes sur ces machines, même si c'est pas forcément des machines qui ont une capacité de puissance vidéo aussi puissante que ce que vous pourriez avoir sur une tour ou voilà un ordinateur avec un GPU Nvidia classique. Mais voilà, leur grosse force, hein, c'est cette capacité d'avoir une mémoire très importante qui ressemble un petit peu plus à ce qu'on peut avoir avec les serveurs qui sont actuellement utilisés, les serveurs de Nvidia comme les H100 ou autres, qui sont des serveurs qui sont vraiment dédiés au calcul de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que ça, c'est un sujet qu'on pourrait potentiellement sous-estimer, mais maintenant, on commence à avoir des modèles qui peuvent tourner en local sur les machines qui sont de plus en plus puissants et qui sont de plus en plus capables. Et donc, je pense que on va pouvoir voir apparaître aussi des modèles de type agentique qui vont travailler en open source et qui seront capables de fonctionner aussi en local. Et ça, c'est quand même plutôt rassurant parce qu'au moins, si le modèle il tourne en local, on a le contrôle de ce dernier, on a le contrôle de la donnée, on est sûr qu'il ne va pas envoyer toutes nos informations sur Internet. Et donc ça peut être quand même assez rassurant. Ensuite, on a une news qui nous amène du côté de Mistral, qui a développé un nouveau modèle de reconnaissance optique de caractère, donc c'est ce qu'on appelle aussi l'OCR, et ce nouveau modèle, il surpasserait les concurrents, notamment les modèles de Google ou de Microsoft sur le même domaine. Donc il aurait un taux de précision de 98,96% sur les documents scannés, et il serait capable de faire de la reconnaissance avancée du texte, des tableaux et des équations mathématiques, avec un traitement qui pourrait aller jusqu'à 2000 pages par minute. Donc pourquoi c'est quand même assez pertinent? Parce que un modèle de reconnaissance de caractère puissant, il va vous permettre de justement scanner des documents qui ne sont pas numérisés. Donc par exemple, vous pourrez penser à des anciens livres ou ce genre de choses-là. Et si le modèle il est performant, peut-être que Mistral va aussi pouvoir s'en servir pour rajouter tout simplement des nouveaux éléments dans ses données d'entraînement. Donc imaginons des livres par exemple qui sont libres de droit, qui sont des anciens livres ou autres, maintenant ils vont pouvoir peut-être les rescanner, corriger les potentielles erreurs qu'il y aurait pu avoir
avoir sur ces anciens livres qui auraient été scannés avec d'anciennes méthodes moins précises, et ainsi alimenter leur nouvelle base d'entraînement de modèles. Donc en tout cas, c'est déjà disponible sur Hugging Face et sur la plateforme qui est l'API de Mistral. Donc voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, allez y faire un petit tour. Bon alors sinon, on a une entreprise chinoise qui a fait un gros coup de buzz cette semaine. Ils ont présenté un modèle qui s'appelle Manus AI, et ce modèle, c'est un modèle de type agentique. Et l'idée, c'est que tout simplement, ils puissent justement faire des tâches assez complexes. Par exemple, acheter de l'immobilier, coder des jeux vidéo, gérer un portefeuille financier, des tâches qui pourraient être vraiment très complexes. Alors, est-ce que c'est juste un très bon coup de com' de leur part, Ils ont fait une belle vidéo de présentation où ils montrent un petit peu ce que le modèle pourrait faire. Ou voilà, est-ce que c'est juste un effet d'annonce, ou est-ce que le modèle est vraiment performant? On verra un petit peu ce que ça donnera. En tout cas, ils ont dit qu'une partie de ce qu'ils allaient publier serait en open source. Donc on attend de voir ce que ce modèle pourra faire dans le futur. Mais voilà, c'est encore une fois le gros sujet de l'année, c'est les modèles de type agentique. Et on commence à avoir pas mal de startups et d'entreprises qui se lancent sur ce domaine. Et sinon, une autre nouvelle qui nous vient du côté des voitures autonomes, qui arrive à grande vitesse, puisqu'on a Uber et Waymo qui viennent d'annoncer leur partenariat pour déployer des taxis autonomes à Austin, au Texas. Donc voilà, ce sera des taxis qui seront entièrement capables de se conduire seuls. Et les taxis Waymo, ils ont déjà parcouru des millions de kilomètres en test dans différentes villes, notamment en Californie. Et donc là, ils arrivent également à Austin, au Texas. Et sinon, toujours dans cet aspect conduite autonome, on a un véhicule autonome qui a atteint la vitesse de 317 km/h, donc tout ça en conduite autonome au Kennedy Space Center. Donc c'est un nouveau record pour la conduite autonome, et bon, ça montre que l'IA, elle est capable de gérer des conditions assez extrêmes en termes de pilotage. Et voilà, on verra si prochainement on pourra peut-être la faire fonctionner directement sur des circuits de course automobile. Et voilà pour les news de cette semaine. Donc je n'ai pas eu le temps malheureusement de vous faire un sujet de fond, donc je suis désolé, en ce moment j'ai vraiment pas mal de sujets qui sont en cours, mais justement il y a des choses qui sont en préparation pour le podcast, pour tout le contenu que je suis en train de faire. Voilà, je vais pas trop vous en dire, mais je suis en train de préparer notamment un petit site internet où vous pourrez retrouver pas mal de choses très pertinentes sur l'IA, et vous pourrez aussi découvrir un petit peu les différents projets sur lesquels je suis en train de travailler. Donc voilà, il faudra être un petit peu patient pour retrouver des épisodes qui seront peut-être un petit peu plus longs, et peut-être que des épisodes aussi où je ferai intervenir des invités. Mais voilà, il y a des choses qui sont dans les tuyaux, et c'est juste que forcément, vu que je publie toutes les semaines, je peux pas tout de suite vous donner toutes les informations, et en tout cas vous donner un petit peu tous les futurs projets qui arriveront avec le podcast. Mais en tout cas, je vous remercie comme d'habitude d'avoir écouté, et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit commentaire. Donc d'ici là, prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!